Tout de suite, place à notre grand débat de ce soir. Les animaux sont-ils malades de l'homme? Adversaires et partisans de la chasse et de la corrida ne portent pas le même regard sur l'animal. Oui, il existe entre l'homme et l'animal, entre le taureau de combat et le torero, un rapport amoureux et un rapport de respect. Ça, c'est ce qui est véritablement admirable quand on écoute aujourd'hui les pro-corrida parler d'amour, d'humanité, de race élevée pour ça, de taureau qui est très content d'être dans l'arène pour se faire massacrer pendant 20 minutes ou pendant une demi-heure, alors qu'il faut quand même revenir à la chose première de la corrida, qui est celle du plaisir absolument sadique et barbare des spectateurs. Après la vie, il y a la mort. C'est une réalité qui nous choque. Mais la mort. Mais le taureau doit mourir. J'accuse les anti-corridas d'avoir tiré sur mon domicile avec mes petites filles à l'intérieur et avoir tiré des cocktails Molotov dans mon jardin. Donc déjà, quand ils parlent de corrida, déjà, c'est leur beefsteak. Je dis ça sans méchanceté aucune. Je veux dire, vous en vivez déjà. Donc, pardon pour le beefsteak, c'est pas très élégant pour les taureaux. Si vous me reconnaissez que il y a une tradition de cruauté, je veux dire, et que ça n'a rien d'artistique, je veux dire, faites votre boucherie tranquille. Moi, je n'aurais pas vous emmerder. On ne parle que de mort, là, depuis une heure. Et non, monsieur, ne soyez pas excessif. On ne parle que de mort. C'est beaucoup plus confortable. Mais la corrida, c'est la vie aussi. Et je dis à tous ces jeunes... Mais laissez-moi pas... Mais c'est honteux! Mais c'est honteux de dire une chose comme ça. La corrida, c'est la vie. Ouvrir la bouche. Je voudrais dire à tous ces jeunes que leurs jeunes congénères en Espagne, qui sont novières, qui sont toreros, ils rêvent de taureaux, ils rêvent de ça. Et ce qui les pousse, c'est la pureté, c'est la bravoure, c'est de s'affronter à un taureau. Mais arrêtez! Salut à tous. Mercredi, la nouvelle star a un peu souffert face au débat Ségolène Royal Nicolas Sarkozy qui a rassemblé 20 millions de téléspectateurs. M6 aurait-elle dû déprogrammer son émission? Réponse avec Virginie Efira qui se lance dans la comédie. À ses côtés, la comique la plus téléchargée du net avant sa pause bébé, Florence Foresti sort 2 DVD. Aujourd'hui, elle est dans Plus clair. Une émission qui ne respecte pas la parité puisque c'est une autre femme que nous accueillons. Elle attaque en justice la fille de Françoise Dolto et est en conflit avec Michel Polac. Daniela Lombroso s'explique sur notre plateau. Également, dans Plus clair, TF1 qui se lance dans un nouveau loft. Est-ce bien raisonnable? La nouvelle série de Canal+, Reporter, dont les héros sont des journalistes. Qu'en pense la profession? Réponse dans quelques minutes. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussard et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, Laurent Ruquier arrête son émission sur Europe 1. Il ne remplira pas pour une nouvelle saison dont va se gêner. Son emploi du temps est devenu trop chargé. Je suis fatigué d'un coup. Voilà maintenant 8 ans que Laurent Ruquier officiait sur Europe 1. On imagine la déception de Jean-Pierre Elkabbach, le patron de la station. Mais comme dirait Lady Christine, You have to be positive. il faut qu'il garde le moral. Only positive news. Ce qu'elle veut dire à Jean-Pierre, c'est... Numéro 4, un JT de 20h avec un présentateur dès septembre sur M6. Le Nouvel Obs en est persuadé. La chaîne lorgnerait du côté de France 2 pour le recrutement de ce présentateur. Et pourtant, c'est sur TF1 que se trouve la Madame 20h idéale. Dans Incroyable mais vrai, Nathalie Vincent. Elle pourrait leur apporter de vraies bonnes infos bien crédibles. On file en Roumanie rencontrer un médecin qui a 6 doigts. Nathalie mériterait vraiment d'être dans le journal car en plus elle maîtrise à merveille l'art du lancement informatif. Bon, on précise quand même que les balles étaient en blanc, hein. Quel scoop! Nous bêtement, on pensait qu'il s'agissait de balles à blanc. Bon, on précise quand même que les balles étaient en blanc, hein. Numéro 3, Suspect, la saga de l'été d'M6 avec Ingrid Chauvin débarquera le mercredi 23 mai. Ils sont forts M6A, l'été au mois de mai. C'est génial, hein? Si on suit la même logique, ils devraient donc vous proposer une soirée réveillon de Noël vers le 19 août. C'est génial. Suspect, un thriller dont nous pouvons déjà vous révéler le nom de la première victime, la nouvelle star, qui du coup se fait expulser de la case du mercredi soir. Déjà une interruption, vient d'arriver quoi. L'émission va basculer le jeudi soir, changement de programmation, cela dit apparemment provisoire, d'ici à quelques semaines seulement. Tout refleurira, nous reviendrons. Numéro 2, Koé va rester sur TF1 l'an prochain d'après VSD, l'affaire serait pliée. Il a boulé les propositions d'M6. C'est de la merde. En plus d'un jeu en access prime time, la chaîne lui proposait la production d'une 17 millième version de la matinale, qu'il aurait pu confier à Cécile de Minibus, qui aurait effectivement fait un très bon réveil matin.
Un projet tombé à l'eau mais qui laisse néanmoins supposer qu'M6 ne serait pas satisfaite de son morning actuel, pourtant maintenant très au point. On va prendre le docteur Marie-Pierre François, est-ce que vous êtes là? Non. Thierry Bédossa. Thierry Bédossa, on a changé de vétérinaire. Ouais. Faut qu'M6 sorte dans l'évidence, ils n'arriveront jamais à faire aussi bien que le roi des petits matins punchy. Sur la carte météo, oui. D'ailleurs, au sujet de William, c'est pas très sympa de la part de France 2 de l'avoir enfermé tout seul dans le studio pendant tout le week-end du 1er mai. Ça résonne. Oh. Numéro 1, grosse nouveauté en vue sur TF1 dès le 21 mai, le retour de La Famille en Or tous les jours à 18h15. Quel bonheur. Bon, n'exagérons rien. Une nouvelle version qui ne sera pas présentée par Laurent Cabrol. Non. Mais par Christophe de Chavannes, en espérant que cette nouvelle formule nous propose des cadeaux aussi somptueux que la précédente. Les Jojo de TF1 que vous pouvez également gagner sur Minitel, 3615 TF1. Prions aussi pour que les questions appellent encore à d'intenses réflexions. Quelle information figure sur un billet d'avion? Pour cette nouvelle version, on devrait leur envoyer Michel Simès du magazine de la Santé. Il aura une très bonne réponse, très subtile, à fournir à une autre question passionnante. À quoi peut donc servir un cactus? De loin, je me disais, c'est un sextoy pour sadomaso. Son livre sur Françoise Dolto, La vie d'une femme libre, fait couler beaucoup d'encre. Elle est la cible de critiques très violentes. Pourquoi un tel déchaînement? Daniela Lombroso, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Si on a souhaité vous inviter, c'est parce que vous faites face à un certain nombre de critiques assez violentes après la publication de votre livre consacré à Françoise Dolto. Vous pensiez que ce livre susciterait autant de violence? Non, je suis même presque flattée par l'importance qu'on m'accorde à cette occasion. Non, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vrai que j'ai compris assez rapidement ce qui s'était passé, puisque avant la parution du livre, avant même que je rende les épreuves à l'éditeur, la fille de Françoise Dolto, qui prépare pour 2008 une biographie dite officielle, a envoyé un mail dans des rédactions à des journalistes pour dire « Je vous demande de ne pas parler de cette biographie parce que ça me dégoûte qu'une présentatrice de télé fasse ça alors qu'on prépare un autre livre, nous, pour 2008. » Alors, la charge de Catherine Dolto est assez violente. Elle vous traite de canaille prétentieuse et en clair dit que vous n'êtes pas du tout habilité, effectivement, à écrire sur sa mère. Oui, ce sont des attaques personnelles et pas du tout des attaques sur le livre, parce que c'est très important, cette date du 31 janvier auquel elle envoie ce mail dans les rédactions, c'est que le livre n'est pas sorti. Et vous avez décidé d'engager une action, en fait, judiciaire. Oui, pour injure privée, parce que c'est vrai que ça a fait un peu boule de neige, que... Hélas, il y a certains journalistes qui sont entrés dans cette espèce de procès stalinien qui m'a été fait. D'autres ont très très bien réagi. On y va fort quand même sur le procès stalinien. Je ne vous le souhaite pas, le procès stalinien. Non, c'est vrai. Des gens comme Luc Ferry, par exemple, Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy ont dit que ce livre était excellent. D'autres ont dit, évidemment, ont un peu hurlé avec les loups. Voilà. Cette affaire a pris une tournure tout autre encore le week-end dernier, dans l'émission de Laurent Ruquier. Vous étiez en face de Michel Polac. On revient sur les faits avec Marie-Laurence Rincé. Elle, c'est une nunuche méchante. Ce qu'elle a fait avec moi, c'est une méchanceté pure. Ambiance électrique entre Daniela Lombroso et Michel Polac samedi dernier sur le plateau d'On n'est pas couché. Le chroniqueur vient de remettre sur le tapis un vieux contentieux qu'il a avec l'animatrice télé. Vous m'avez collé une étiquette qui m'a suivi longtemps parce que à Paris, ça passe. Il y a des gens qui disent, tu sais que Polac, il est pédophile, ça m'a suivi partout. Le problème, c'est que vous l'écrivez. Dans ce cas-là, il faut assumer. Si vous décidez que vous voulez une transparence totale... Mais j'assume à condition qu'on ne me présente pas comme pédophile. En fait, mais je ne vous ai pas présenté comme pédophile, pas du tout. J'ai dit ça parmi d'autres choses qui étaient dans le journal. De toute façon, vous cherchiez le scandale. L'histoire date d'il y a 7 ans. En janvier 2000, Daniela Lombroso reçoit Michel Polac sur LCI pour le journal qu'il vient de publier. Elle l'interroge sur un passage qui évoque son attirance sexuelle pour un jeune garçon, un extrait que l'auteur juge sorti de son contexte et qui lui inspire un commentaire bien senti le lendemain sur France Inter. J'ai eu en face de moi une conne glacée et les questions étaient tellement insupportables que j'ai pas su répondre. Quand j'ai en face de moi une bonne femme hargneuse, BCBG, pète sec, j'ai pas su. Quelques jours plus tard, Daniela Lombroso réinvite Michel Polac sur son plateau. L'idée est de calmer le jeu, objectif pas franchement atteint à la sortie de l'émission. On a tous les deux eu tort. Allez, voilà, on est réconciliés. Moi, je suis à 10%, vous à 90%. Comment? Pas du tout. Vous voulez que je recommence? Mais c'est une conne, alors. 7 ans plus tard, Michel Polac n'a donc toujours pas digéré. C'est pas un souvenir très marrant et que, en plus, c'est délicat comme sujet.
Mais si vous voulez, moi, c'est quelque chose qui m'a très profondément marqué. Je peux pas voir Daniela Lombroso sans me remémorer ce moment tellement douloureux. Et samedi dernier, c'était au tour de Daniela Lombroso d'être éreintée pour son ouvrage sur Françoise Dolto. Moi, je trouve que c'est passionnant et j'ai eu envie de commencer le livre. Pas passionnant. Moi, je veux bien Françoise Dolto. Mais j'ai eu envie de commencer le livre. Mais c'est la façon dont vous le racontez qui est pas passionnant. Un livre très critiqué, en particulier par Catherine Dolto, la fille de la célèbre psychanalyste, qui voit un objet hallucinant, rempli d'assertions fausses et de contresens énormes. Et elle n'est pas la seule à être aussi sévère. Daniela Lombroso, très fréquemment dans le livre, à plusieurs reprises, comble tous les blancs, en tout cas ce qu'elle ne connaît pas sur Dolto, par j'imagine, gageons que, elle reconstitue des scènes, on est dans l'invention, c'est pas ce qu'on attend d'une biographie. Pourquoi n'a-t-elle pas écrit un roman ou ma Françoise Dolto? D'autres voient dans cette polémique la réaction d'un milieu soucieux de conserver son précaré. Écoutez, franchement, ce livre ne voulait pas attenter à la mémoire de Dolto. C'était un livre plutôt sympathique, quelques inexactitudes, mais de quelqu'un qui ne parle pas de l'intérieur du milieu. Ma seule explication, c'est que les familiers de Dolto ont vu Dolto comme leur doudou. Lombroso leur a piqué leur objet transitionnel. Eh bien, qu'on leur rende, ça les calmera. Beaucoup de bruit autour de cette biographie de Françoise Dolto, une publicité qui ne semble pourtant pas doper les ventes. Elles atteignent péniblement les 4000 exemplaires pour, je crois, un tirage de 12 000 exemplaires. Les gens ne sont pas dupes non plus, je crois. Tant mieux. Une réaction à ces déclarations. Je suis étonnée de l'acharnement de cette personne là qu'on vient de voir, qui est journaliste à l'Express, qui a fait quand même 3 papiers d'une page sur le livre. Je trouve que c'est beaucoup. Je ne sais pas quelle est sa relation avec la famille. Sur les ventes, ça marche très bien. Je la remercie de s'en inquiéter. On est à 200-250 de réassorts par jour. À ce point, et on est rentré, le livre est rentré 50e des ventes dans les listes de ventes de livres. Donc je suis ravie pour ça, tout va bien. Pourquoi est-ce qu'on m'attaque? Je pense que Gérard Miller a donné une version assez drôle qui est que j'aurais piqué un doudou. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. Je voudrais revenir juste sur Michel Polac parce qu'il est blessé. C'est un homme blessé. Et en fait, je pense qu'il m'a agressé parce qu'il a été déjà blessé il y a 8 ans. Par vous-même? Il a été blessé par moi. C'est pas que j'ai eu envie de le blesser. C'est pas du tout, même si on me qualifie de beaucoup d'adjectifs très négatifs, c'est pas du tout dans mon tempérament. Je ne suis pas du tout une justicière et contrairement à ce qu'ont écrit certains journalistes, je n'ai pas accusé Michel Polac de pédophilie. J'ai simplement constaté qu'il y avait dans son journal, un journal de 1000 pages que j'avais lu de la première à la dernière ligne parce que je faisais mon travail avec beaucoup de rigueur à LCI. Et page 147 dans ce journal, il y avait un épisode vécu par Michel Polac. Il ne s'agit absolument pas de fiction, il ne s'agit pas de roman ou quoi que ce soit. Or, ce passage dit qu'il s'est frotté contre les fesses de ce garçon qui était nu et qu'il a éjaculé sur les fesses de ce petit garçon qui était un peu handicapé, qui était fils de paysan et qui avait moins de 10 ans. Donc, je ne sais pas si vous vibrez comme moi par rapport à la défense des enfants. Moi, je trouve ça très grave. Il y a eu des réactions sur tous les blogs avec des gens qui disent qu'ils ont été eux-mêmes victimes d'accouchement. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu pénétration qu'un attouchement n'est pas embêtant pour un enfant. Or, maintenant, je ne fais pas le procès, encore une fois. C'est lui qui a mis ça sur le tapis, je tiens à le dire, je n'en avais pas parlé. Je ne fais pas le procès de Michel Polac. Je dis juste que c'est facile de me traiter d'idiote parce que je lis un extrait de son livre qui le dérange, que je ne veux pas l'accabler, que je pense que ça a été très dur pour lui à vivre après et qu'il en a ressenti beaucoup de culpabilité. Or, s'il est peiné, s'il est mal, s'il a une douleur, qu'il exprime sa douleur plutôt que de m'agresser. Vous êtes invité dans l'émission de Laurent Ruquier. Vous savez bien que vous allez vous trouver en face de lui et qu'il va y avoir échauffourée entre vous deux. Moi, donc vous savez bien qu'il y aura une tension. Vous savez, donc vous y allez pour faire la promo de votre livre, tout en sachant qu'il y aura moi j'aime bien qu'on me donne des arguments contre mon livre. Pourquoi pas? J'ai envie d'en discuter. Les critiques comme les compliments sont très intéressants. Mais vous êtes préparé, vous acceptez qu'il y ait ce show, cette démonstration. Pas sur le sien, écrit il y a 8 ans. Évidemment, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose d'assez fort. Or, il n'avait apparemment pas tout à fait lu mon livre, puisqu'il a cité un passage qui a déjà été cité par d'autres journalistes. Il n'avait pas lu le livre. Et puis surtout, l'échange qu'on a retenu n'est pas l'échange sur le livre, où il a dit ce qu'il dit d'habitude pour tous les livres. Mais ce qu'on a retenu, c'est cet échange sur cet aspect de pédophilie dont il a lui-même parlé, que je n'aurais moi jamais évoqué. Et puisqu'on vous accuse de tous les maux, dans Le Parisien aussi, dans son édition du 14 avril, il est dit que vous aviez besoin de vous refaire une santé médiatique. Donc comment réagissez-vous à ça ?
C'est très facile, je crois, de dire ça. C'est très facile. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. Je ne savais pas au moment où j'ai commencé à écrire ce livre que j'aurais des difficultés plus d'1 an et demi plus tard à la télévision. Donc, j'ai écrit ce livre par intérêt et par passion. Dans la presse, j'ai lu également que vous faisiez une petite remarque à l'encontre de la direction de France Télévisions en disant qu'il n'était pas prêt, ou la direction n'était pas prête à confier les émissions culturelles à une femme. Est-ce que ça signifie que c'est quelque chose que vous aimeriez faire, animer une émission culturelle, revenir encore une fois à ce que vous avez fait pendant quelques années sur LCI? J'ai fait pendant 7 ans des émissions culturelles aujourd'hui, et j'ai eu une sorte d'overdose au bout de 7 ans. C'est-à-dire que j'allais au théâtre sans arrêt, je lisais les livres, y compris celui de Michel Pollack, du début à la fin, même quand il faisait 1000 pages. J'allais au cinéma sans arrêt. Alors ça peut paraître un rêve. J'en ai rêvé pendant 7 ans. Ça a été extraordinaire pendant 7 ans. Et puis à un moment, je pouvais plus. Je voyais trop de pièges. Et maintenant, l'envie me revient. C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, je recommence à aller au théâtre, je recommence à aller au terrain. Et donc, pour vous répondre, j'ai une envie de culture aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec le service public? Est-ce que, par exemple, je serai présente le 21 juin lors de la fête de la musique? Il y a de fortes chances que je le sois. Je prépare cette émission de nutrition qui est un sujet qui m'a passionnée avant que j'ai envie d'en parler et de le transmettre. Et puis, je prépare la saison prochaine avec des projets de grosses émissions événementielles. Très bien, on vous souhaite le meilleur pour la suite, Daniela Lombroso. Merci d'être venue sur le plateau de Plus Clair. Mardi prochain, 20h50, une nouvelle série sur Canal+, Reporter, pour vivre au cœur des rédactions télé et presse écrite. La fiction est-elle proche de la réalité? De vrais journalistes réagissent. Damien Cabrespine. Exit, les avocats, flics ou instits qui font le bonheur des télévisions depuis plus de 20 ans. À partir de mardi sur Canal+, un nouveau métier fait son apparition dans l'univers des séries. Je t'écoute toujours. Courville est grillé. On va changer de Premier ministre. Quand? 2 semaines, 2 mois. Ça vaut un papier. Reporter, une série qui plonge au cœur des rédactions d'un quotidien et d'une chaîne de télé, 8 épisodes pour mieux décrypter l'envers du décor. On a privilégié finalement le côté le plus spectaculaire du journalisme. En même temps, on n'a pas fait un documentaire, c'est une véritable fiction. Pour se mettre en jambe, les chiffres d'hier soir, 22% à la chaîne d'en face, 36. Un demi-point de mieux que la semaine dernière, mais on se fait toujours laminer par le privé. Bon, alors on a quoi aujourd'hui? Moi j'ai eu 20 ans de presse écrite et je suis dans une chaîne de télé, au cœur d'une chaîne de télé depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Et je trouve que les ambiances sont assez différentes, la vie des gens est assez différente et le métier n'est pas exactement le même, même si au fond tout le monde est journaliste et cherche la même chose. Top plateau. Ce mélange avec ces personnages en fil rouge tout au long des épisodes, globalement, c'est vraiment bien senti et ça correspond globalement à la réalité, moi, de ce que j'ai connu en tout cas. Un métier souvent décrié, critiqué, ausculté. Vous allez partir maintenant ? Reporter scrute aussi les liens qui unissent les journalistes politiques avec le pouvoir. Ne profitez pas de mon grand âge et du petit faible que j'ai pour vous. Des jeux de séduction que la série place le plus souvent dans les salons dorés des ministères. C'est aussi une part du métier. C'est vrai qu'enquêter sur les hommes politiques vous plonge assez souvent dans les cocktails et les salons. Donc c'est une part qui n'est pas fausse. Évidemment, c'est très incomplet. C'est-à-dire qu'on ne la voit jamais au contact des électeurs. Or, quand on est journaliste politique, c'est très essentiel d'aller sur le terrain, d'aller en reportage et d'aller voir les électeurs. Des journalistes pris en otage, un journal indépendant convoité par un grand groupe financier, Reporter présente de troublantes ressemblances avec la réalité de la presse française. Dis, moi aussi j'ai entendu parler d'un truc. Ah ouais? Oui, une rumeur de rachat du journal par un grand groupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais la série présente aussi quelques situations impensables. Violer le domicile d'une personne qui est visiblement en garde à vue, bon là, on ne peut pas imaginer ça un seul instant. Là, on a l'impression que les journalistes se baladent sur les scènes de crime comme si elles étaient ouvertes à tout vent. Donc, non, là, je pense qu'on est effectivement dans le délire. C'est pas toi qui parlais d'audience? Avec un truc comme ça, on écrase la concurrence, tu le sais aussi bien que moi. Attention donc, le héros récurrent fait peau neuve. Ces nouveaux reporters débarquent mardi sur Canal. Si les gens veulent savoir comment on cherche l'information, quels sont les problèmes de la presse, comment ça fonctionne, comment ça travaille un journaliste, il faut qu'ils aillent voir Reporter.
Julien Dugas, bonjour. Bonjour. Vous avez quelques nouvelles indiscrétions à nous livrer et on commence avec Églantine sur TF1 de nouveau. Oui, c'est ici qu'on vous a appris qu'Églantine Émeillé présentait en avril un prime consacré au système D avec Benjamin Castaldi. Eh bien, figurez-vous qu'Églantine remet ça. Elle présentera avant l'été avec Jean-Pierre Pernaut un prime consacré aux images insolites liées à l'info, d'où la présence de notre spécialiste du Trésor, version terroir. Cette émission est produite par Julien Courbet et il devrait y avoir d'autres numéros avec d'autres co-présentateurs qui aura la chance d'accompagner Églantine Émeillé. On vous tiendra au courant. TF6 contre les arnaques. Stéphane Rothenberg délaisse le temps d'un prime M6 pour se consacrer à une autre chaîne, TF6, pour un prime time qui devrait effleurer bon le Julien Courbet, puisqu'il s'attaquera aux arnaques, une émission anti-arnaque, The Real Hustle, les secrets des arnaqueurs, c'est le nom de ce programme, est diffusé en ce moment en Angleterre sur BBC Free. Alors le principe est simple, 2 magiciens montent des fausses arnaques en caméra cachée avec des gens qui ne sont pas au courant, les arnaques à la carte bancaire, les arnaques au téléphone portable, les faux chèques, les faux billets, tout y passe, ça peut faire peur ou ça peut faire rire, c'est selon. À vous de voir, tout de suite, démonstration. Oh yeah, mate, looked like some cheap Xboxes, so I thought, oh, that's fair dues there, and then we started talking. What's an Xbox I'm getting today? For 300 quid, right? This guy does it for 100. I said, I'll have a couple. So he pulled us out the pub, walked around the corner, he said, look, this is the store I work in. I thought, lovely, it's a store, so it's going to be half legit. So I thought it was all good, so I've given 200 quid basically for 2 computers. And look, they've took paper out there. They're going to be right, so he's opened the box up. Obviously, see what's going on. No, mate, I ain't having this, bruv, I'm telling you now. I'm right off, 200 quid, that's a good couple of days' money. Un seul épisode est prévu pour l'instant, ça se passera le 3 juin à 20h50 sur TF6. Et on termine avec cet objet très utile. On verra pourquoi dans quelques instants. Donc, bel objet avec Monica Bellucci en couverture. Oui, Monica Bellucci qui semble nous inviter dans sa limousine. N'hésitez pas à craquer. 8,90 € pour Reporters sans frontières avec 100 photos consacrées au Festival de Cannes. Autrement dit, 8,90 € bien placés, des belles photos, les 100 meilleures agences sont représentées et aussi un bon moyen d'attaquer le 60e anniversaire du Festival de Cannes. Merci Julien Dugas, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Tout de suite, le bloc-notes d'Éric Tussard. Dernier trésor pour Françoise Laborde hier. Élise Lucet revient de son congé maternité dès lundi. Du coup, François s'est offert un cadeau de départ jeudi. Son sosie officiel, Denise Bombardier. Vraiment, tout y était. Le choix du vêtement, sa posture, la façon dont elle se tient. Françoise quitte donc le trésor. Son style nous manquera. Ce ton qui fait des ravages. Tabassage, du génie des alpages, leur image en Allemagne, ce reportage, leur image salariale, les images électorales, des images du gymnase. En 3 éditions, au moins 12 prononciations qui sont vraiment de la belle. Ouvrage. Un ton trop personnel qui n'irait pas sur LCI, où on demande aux présentateurs la plus grande neutralité. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Au vu des images, c'est une chance qu'il n'y ait pas eu de victimes hier soir. Les violents orages ont en effet provoqué d'importantes inondations. Sur cette chaîne, tous les présentateurs ont le même ton, voire le même texte. La preuve, une demi-heure plus tard, 13h. Au vu des images, c'est une chance qu'il n'y ait pas eu de victimes. Hier soir, les violents orages ont provoqué d'importantes inondations. Sur LCI, les flashs se suivent, mais ne se ressemblent pas. 13h30. Au vu des images, c'est une chance qu'il n'y ait pas eu de victimes hier soir. En tout cas, au vu de ces images, c'est une chance qu'il ne se soit pas fait remonter les bretelles, car 4 fois le même texte d'affilée, 14h. Au vu des images, c'est une chance qu'il n'y ait pas eu de victimes hier soir. La chronique d'un carton attendu, 20 millions de téléspectateurs pour le fameux débat d'entre-deux tours mercredi soir, 13 millions devant TF1, 7 millions pour France 2. Grosse différence malgré un programme absolument identique, ou presque. Parce que ceux qui regardaient France 2 sur la TNT ou le satellite ont eu le droit, eux, grâce à un léger bug technique, à une version R2D2 du débat. Bonsoir à tous. Alors vous êtes évidemment très nombreux, vous l'imaginez, ce soir. 15 minutes 30 pour mieux comprendre les enjeux de la présidentielle. Un débat marqué par un grand scandale. L'égalité de temps de parole n'a absolument pas été respectée. PPDA a beaucoup plus parlé qu'Arlette Chabot. Un petit peu plus. 2 fois plus. 3 minutes pour elle, 6 minutes pour lui. Et tout ça sur 2h40 d'émission. C'est dire s'ils ont dû s'éclater. L'ambiance était sans doute bien meilleure dans cette brasserie où se trouvait, pendant l'édition spéciale d'avant-débat, ce reporter de TF1 qui, au milieu des buveurs de bière, a su trouver les mots justes pour décrire l'ambiance. La pression monte. Le retour de Fred Courtadon à l'antenne samedi dernier sur France 2, très furtif. Des petits plateaux entre les programmes et au final, 6 minutes seulement d'apparition. Fabuleux. Mini-intervention mais maxi contenu, annonce des programmes de l'après-midi et de la soirée, et bientôt encore plus d'infoservices. Au 4e top, il sera 16h37 minutes.
Parmi les émissions qui composent cette tranche, l'école des chefs, docu-réalité sur de jeunes apprentis cuistots avec une voix off, manifestement elle aussi en formation. Au terme de ce parcours jalonné d'épreuves, seulement 4 apprentis pourront disputer la finale à Paris. Un concours sous le patronage de Joël Robuchon qui a justement dû dire à cette voix off: ah oui, tu pédales dans la choucroute là. Alors que Jojo, lui, il est vraiment dedans. Par exemple, lundi, il nous a montré à 10 reprises qu'il savait exactement qui était à ses côtés. Bonjour Hubert. Hubert nous propose aujourd'hui avec Hubert. Alors Hubert, bravo Hubert. Hubert, copain à Jojo. Il lui a même fait une blague, il a enlevé ses chaussures. Il y a un parfum de Mester qui remonte. Phénoménal samedi dernier sur TF1, un grand prime time pour vulgariser la science. Oui, la rendre vulgaire. Ce scarabée a en sa possession une arme redoutable pour neutraliser ses prédateurs. Le paix atomique. Une grande soirée bourrée d'infos. On peut courir sur de la crème anglaise. Avec un Jean-Luc Reichmann, lui-même phénoménal. Il est le seul animateur capable de vous faire plus de 2 heures d'émission avec une seule et même formule. Mesdames et messieurs, pour débuter cette soirée, mesdames et messieurs, restez avec nous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Tout de suite, mesdames et messieurs. 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 Des histoires de Monsieur Madame, il nous en a fait 17 samedi. Mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Phénoménal qui est en revanche passé à côté d'un autre sacré phénomène. La preuve sur France 3 que l'on peut faire de la télé en étant dans le potage. Bonsoir Nadia. Est-ce que vous êtes là, Nadia? Bah non. Je ne vous entends pas, Nadia. Est-ce qu'on l'entend? Non. Nadia? Une Nadia à qui il aurait justement bien chanté une chanson de Nadia. Nadia? Nadia? Un palmarès de la chanson relookée samedi dernier sur France 2, soirée avec Nagui, aurait dû commencer ainsi. Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous sur le plateau du Quénon. Puisqu'à 160 reprises, on s'y croyait au méga tirage. 64, 25. Numéro 35, numéro 22, numéro 32, 26, 37, 27, 33, 43, 48, 30. Palmarès de la chanson qui, dans sa version originale, avait bien sûr accueilli Dalida, dont la disparition était évoquée dimanche soir dans un secret d'actualité très sobre. Voici donc le voyage au bout de la nuit de Dalida. Au menu, des reconstitutions top crédibilité, comme cette scène où l'on voit Dalida à Orly en 1967, avec à l'image ce panneau d'interdiction de fumer qui n'existe que depuis quelques mois. Et ça, c'est super fort quand même. Dalida, dont ce présentateur de la chaîne suisse Léman Bleu, a dû chanter cette chanson dans sa tête. Quand il s'est rendu compte de l'énorme bourde qu'il venait de commettre en demandant à l'un de ses invités de cette spéciale élection à Genève d'enlever ses lunettes de soleil. Voilà, je vous rassure, il n'y a plus de soleil, monsieur, hein, si on peut vous voir un tout petit peu mieux. Je présente juste mes excuses à monsieur Richard Neuby, qui est président de la maison de quartier de Paquis. Je me demandais s'il y avait en fait trop de soleil sur notre plateau. En fait, vous êtes non-voyant, j'en suis vraiment désolé. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Près d'un téléspectateur sur 2 a suivi hier soir l'hommage rendu à Grégory sur TF1. 10 400 000 personnes ont passé un dernier moment avec le vainqueur de la Starac 4. Et l'émotion a permis de récolter 7,5 millions d'euros pour la lutte contre la mucoviscidose. Venu d'un autre monde. Virginie Efira et Florence Foresti sont dans Plus Clair. TF1 prend-il un gros risque avec son prochain loft? C'est juste après la pub et le zapping. À tout de suite. Plus clair, la suite, c'est tout de suite avec le zapping. Attendu pour juin prochain, le nouveau loft de TF1 devrait s'appeler La Maison des Secrets. Pourquoi la chaîne se lance-t-elle dans cette nouvelle aventure de télé-réalité alors que le genre a du mal à s'imposer en France? C'est un sujet de Christelle Rebière. Alors rentre, c'est le coup d'envoi officiel de Love Story. On va les encourager. 70 jours, coupés du monde. 26 avril 2001, Loana et ses copines jouent les cobayes cathodiques dans Love Story sous les yeux de 5 millions de personnes branchées sur M6. Tu sais maquiller? Ah, c'est cool! 6 ans après, Benjamin Castaldi présentera mi-juin sur TF1 une nouvelle version de Big Brother. Télé 7 jours, dans son numéro de lundi, révèle les plans du décor. Pas franchement révolutionnaire. Alors risqué? Si c'est juste pour organiser des fêtes, se décorer de bonbons comme on a vu dans le loft ou gérer un petit budget, ça, effectivement, je pense que le concept a vécu. Très vite en France, en fait, le principal éditeur ou producteur de Big Brother, de Love Story en France, ça a été le CSA, qui a dit ça on peut pas voir, etc. Tim, T-H-Y-M, c'est quoi du Tim? Dans Love Story 2, on comprenait rien à l'action parce que toutes les stratégies se faisaient
en dehors de la caméra, dans les salles de CSA, dans les moments de pause. Et on voyait pas du tout ce qu'était le jeu. Avec les mêmes contraintes, il faut donc miser sur des rebondissements. TF1 nous promet La Maison des Secrets, une adaptation de ce format. It's a summer of secrets. And one secret is so astonishing that it will change the way the Big Brother game is played. Dans le jeu de CBS, la moitié des participants se connaissaient déjà. Les téléspectateurs le savaient, mais pas leurs colocataires, d'où tension et malentendus. Le centre de l'histoire, c'est les secrets. Les secrets, c'est quelque chose qui est repris aussi bien par les talk-shows que par la fiction. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'aiment les téléspectateurs. Le fait qu'on révèle quelque chose, qu'on dévoile quelque chose, ça existe aussi bien dans les talk-shows de la rue que dans les grandes sagas d'été, qui vont être en concurrence. On sait qu'après une période donc de forts programmes d'élections, donc présidentielles et législatives, on sait que les cibles jeunes quand même vont être contentes de retrouver des programmes un petit peu légers et très divertissants. Un risque limité donc pour une quotidienne en access et une deuxième partie de soirée hebdomadaire. Mais la France restera toujours une exception comparée au Brésil. 7 ans que la lambada du citoyen lambda collectionne les records d'audience. L'Allemagne, elle, affiche 1232 jours de huis clos depuis 2000 et au moins autant d'engueulades. L'Angleterre en est à son 14e Big Brother et si ça marche encore, c'est grâce au casting. C'est des gens qui sexuellement sont excessivement exubérants, etc. Donc c'est vraisemblablement la dimension trash, la dimension excessive transgressive, disons. C'est ça qui fait que les gens ont envie de regarder, parce qu'il peut se passer quelque chose à tout moment dans Big Brother. C'est ça la promesse. Et pour l'instant, le casting de TF1, lui, est top secret. Elles ont un point commun, ne pas se prendre au sérieux et faire de la télé une grande cour de récré. Virginie Efira, Florence Foresti, bonjour. Merci d'être là à toutes les deux. Alors, on va parler de la Nouvelle Star, diffusée mercredi dernier. Et vous étiez en confrontation avec le débat Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous auriez préféré que l'émission soit déprogrammée ? Je pense que on aurait eu un peu plus de spectateurs, évidemment, mais ça n'a pas pu être fait puisqu'on ne peut pas déprogrammer comme ça une émission à partir du moment où elle est dans le bulletin et tout. Donc voilà, après... Ce n'est pas ma question. Ma question, est-ce que vous auriez aimé qu'elle soit déprogrammée ? Est-ce que j'aurais aimé voir le débat ce soir-là ? J'ai pu le voir après. Pour le reste, ce n'est pas un problème essentiel. Ça va, on était quand même 2,7 millions. Et Florence a regardé. France 3 a déprogrammé Dalida à cause du débat, donc c'est possible. Alors, ils m'ont parlé de ça, mais honnêtement, il faudrait inviter le directeur des programmes pour répondre à ce genre de questions, parce que moi, je... Oui, c'est pas elle qui fait tout chez M6, quand même. Ah bon, elle en fait beaucoup, en tout cas. Oui, qu'est-ce que vous avez regardé vous-même ? Non, j'ai fait les deux, comme beaucoup de gens. Parce que vous avez 2 télés ? Non, j'ai une télécommande, c'est formidable, ça marche bien. J'ai regardé, je crois, les deux tiers du débat, puis ensuite, non, je voulais pas rater Julien. C'est votre chouchou. Julien. La télé, c'est une bonne source d'inspiration pour toutes les deux, pour vous, Florence? Moi, je la regarde beaucoup. Je sais pas, toi, si t'as le temps. Non, moi je la regarde pas, je l'ai pas, je vais la voir bientôt. Mais ça fait un moment que je la regarde pas, donc je suis contente de découvrir de nouveaux programmes là, mais une source d'inspiration sur les gens qu'on côtoie, les gens qu'on voit en dehors, et ça c'est assez amusant de découvrir ça. Tout le côté off aussi, tout le côté show business, les soirées, les fêtes, les expositions avec des tableaux qui s'appellent B comme réussite, et où tout le monde regarde en disant oui, c'est très bien. Donc il y a plein de choses comme ça dont on s'est servi effectivement pour la série Off Prime. Vous êtes super pro Virginie Efira, parce qu'en fait vous ramenez à Off Prime. Ah votre question était pas orientée. Oui, mais oui. Non, la télévision m'inspirait pour quoi d'autre dans ma vie quotidienne, non. Hein. Mais non, c'est vrai, effectivement. Non. Pour le personnage que vous campez dans Off Prime. Oui. Parce que vous êtes vous-même, en fait, dans Off Prime, qui est une série de 12 épisodes, un sitcom. C'est une sitcom de 26 minutes qui est réalisée par Bruno Solo et Stéphane Kopecky, écrite par Simon Astier. Ouais. Et effectivement, donc, je joue un personnage qui s'appelle, qui porte mon nom, qui porte mes fringues, qui fait le même métier, qui vient de Belgique et tout ça. En fait, on a gardé dans ce personnage tout ce que j'ai de pathétique en moi. Donc, c'est-à-dire parfois un côté inadapté à la vie quotidienne, parfois l'accent, voilà, ça se maintient là. Alors que normalement, je devrais être comme ça.
Et donc voilà, donc elle est un peu, mais elle est par contre, son humeur est liée aux audiences qu'elle fait. Elle est jalouse de toutes les autres blondes de la télévision et même les brunes. Et voilà, elle a un besoin de reconnaissance terrible. Voilà. On regarde un extrait? Eh bien, d'accord. Oui. Bisous, Flavie, Flamand. C'est pour ça que Marianne James me parle plus alors? Non, c'est pas ça, je crois pas. Oh, pourquoi? Bah, parce que tu t'es tapé Manoukian. Oh, je me suis pas tapé Manoukian. Ah bon? Oui, ou alors j'oublie, mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Ah bon, ça me rassure. Ouais. Non. Ça tombe bien, je suis au régime. Bientôt, je pourrai rentrer dans n'importe quelle robe de princesse. C'est bien, ça vous fera pas de mal. José Garcia, c'est le petit gros qui faisait des conneries sur Canal. Exactement. Voilà. Mais j'ai jamais pu le supporter, ce type. Je trouve ça navrant, ces trucs. Attends, José, je te passe quelqu'un. Florence Foresti, ça vous intéresserait d'être un héros récurrent ou une héroïne récurrente, en l'occurrence? Dans de la comédie, oui. Dans de la comédie, oui. Pas autre chose pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire dans la comédie? Oui, c'est-à-dire dans si de on la a comédie, oui, voilà, exactement, pas un commissaire. Ceci dit, personne n'a eu l'idée de me proposer commissaire Foresti, hein, bizarrement. Je trouve ça absolument faux, mais les gens sont fous. Mais non, mais moi, jouer m'intéresse. Sympa et drôle, voilà. Ça vous intéresse? Oui. Est-ce qu'il y a eu déjà une approche dans ce sens ou pas? Non, pas dans un truc récurrent comme ça pour la télé, non. Et est-ce qu'il y a déjà eu des propositions tout court à la télévision? Oui, beaucoup. Et j'aime bien être un petit peu l'instigatrice de ce qui m'arrive. C'est vrai que s'il y a un jour une comédie ou une fiction, j'aimerais être à l'origine du truc. Même avec des partenaires, mais au moins, oui. Virginie Fira, vous avez signé pour combien de saisons avec Off Prime? J'ai signé pour encore 1 an. Donc là, on va faire une saison encore. Là, on va tourner au mois de juin, juillet. Donc vous enchaînez pour une deuxième saison. Et je ne sais pas si j'ai déjà signé pour la suivante ou pas. C'est vrai, je ne sais plus. Va chercher tes contrats. Vous avez envie, a priori? Évidemment, vraiment, parce que je suis super bien entourée. Je trouve que j'ai de la chance par rapport à la manière dont je me suis présentée en France, d'être entourée par cette équipe-là, par Calt, qui a fait Kaamelott et Caméra Café. Et la vraie modernité de la série, c'est l'écriture, mais c'est aussi ce concept. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une autocritique sur la chaîne, sur ce qu'on dit sur la chaîne, sur ce qu'on dit des émissions de la chaîne, des animateurs de la chaîne. Ça va quand même assez loin. Je trouve que c'est vraiment une preuve de modernité assez importante. Alors vous, Florence Foresti, votre actu, c'est la sortie d'un DVD, Les meilleurs moments de On a tout essayé. Ça, c'était chez Laurent Ruquier. Ça marche? Déjà. Oui, c'est sorti la semaine dernière. Super bien. Oui, ça marche. Vous êtes la comique la plus téléchargée. Est-ce que vous sortez ce DVD parce que vous en avez marre que finalement tout le monde vous regarde via Internet au lieu d'acheter votre DVD qui n'était pas encore sorti? Non, parce que d'abord c'est arrivé avec les sketchs que j'ai fait dans On n'est pas couché, surtout. Et pour moi, c'était une façon de mesurer le succès d'un sketch et une façon surtout de le faire survivre après une diffusion. Parce qu'une diffusion, 4 minutes... c'est un peu frustrant, enfin 4-8 minutes, c'est un peu frustrant quand on a travaillé plusieurs jours sur un sketch ou que toute une équipe a travaillé sur un personnage. Donc le fait de le retrouver sur Internet et de le savoir télécharger sur Internet, pour moi c'était plutôt flatteur et agréable. On regarde un extrait de votre DVD. D'accord. Je ne suis pas folle, vous savez. Je suis morphonumérologue, je m'appelle Brigitte. Régulièrement, je peux deviner à la simple lecture des 8 chiffres qui s'affichent sur mon téléphone, qui est en train de m'appeler? Pour les carburants propres, tels que l'éthanol ou l'huile de colza, très bonne, j'en ai déjà bu. Eh bien, cette recherche-là est une priorité absolue pour nous. Et pour preuve, nous y consacrons chaque année plus de 1 million d'euros par an. La censure, c'est un fléau. Je veux dire, au lycée, nous, on la sent tous les jours. Déjà, par exemple, on n'a pas le droit de parler en cours, alors que les profs, ils ont le droit, quoi, je veux dire. Je suis, mais alors, complètement, totalement contre la chirurgie esthétique, mais à 130%, quoi, voire plus encore. Mais c'est de la merde. Non, c'est Cloug. On va vous retrouver dans l'émission de Laurent Ruquier? Je sais pas du tout. Couché? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Ça dépend de quoi? Ça dépend de comment je vais vivre tout ce qui va m'arriver dans les mois à venir. En fait, je vois pas comment on peut dire à l'avance. Genre, ouais, je vais reprendre tout de suite ou non, je vais rester 1 an avec mon bébé. Je ne sais pas. Alors vous, Virginie Efira, nouvelle aventure parce que vous passez maintenant en access prime time à 19h, en fait, dans une quotidienne de la Nouvelle Star.
La saga Nouvelle Star, ça s'appelle. Ouais. Alors pourquoi cette décision de M6 dans la mesure où l'expérience avait déjà été tentée il y a quelques années au moment de la première Nouvelle Star et que les chiffres d'audience n'étaient pas vraiment au rendez-vous? Je ne sais pas. Je pense que c'est très très différent de ce qui se faisait la première année, puisque là on s'intéresse à que sont devenus les différents candidats des éditions précédentes. C'est tourné de manière assez humoristique. On a. C'est pas le bilan de la journée. Non du tout. Enfin, on n'a pas été chercher dans leur quotidien, etc. On leur fait pas tourner des choses supplémentaires aux candidats de cette saison-ci. C'est pas ça le truc. Mais on va s'intéresser, comme on a une matière qui est quand même assez incroyable sur les nouvelles stars dans le monde, que ça soit les nouvelles stars kazakhs, polonaises, islandaises et autres. Il y a quand même des choses qu'il faut voir absolument. Dans la quotidienne. Ouais, tout ça on verra dans la quotidienne. Merci à vous deux, Virginie Efira. On vous retrouve pour la Nouvelle Star. Mais la série, c'est quand alors? Et la série, c'est à partir du 12, tous les samedis à 20h10, et après la Nouvelle Star du 9. Et vous, Florence Foresti, je rappelle la sortie de votre DVD, Florence Foresti a toutes essayé. Et puis également Florence Foresti, toujours en vente, le DVD du spectacle qui cartonne déjà 500 000 exemplaires vendus. On ne zappe pas puisqu'on va parler de Duval et Moretti, une nouvelle série de M6 librement inspirée de Starsky et Hutch, actuellement en tournage à Paris. Voici les premières images, Julien Dugast. Attention, regardez bien ce dérapage. Ça ne vous rappelle rien? Avec la musique, vous allez comprendre. Ben oui, Starsky et Hutch, nous sommes en région parisienne sur le tournage de Duval et Moretti, une fiction librement inspirée de la série culte des années 70. Librement inspiré, ça veut dire qu'ils ont gardé le binôme de flics complémentaires, bienveillants l'un avec l'autre, et le côté humour, le côté un peu décalé. On est plus dans une comédie policière avec des archétypes plutôt dans les scénarios, c'est plutôt des archétypes. Les méchants sont très méchants, les gonzesses sont vraiment très très belles, et nous on s'en sort toujours à la fin. Police, on bouge plus! Je pense qu'on a... Ouais, et comme dans la série culte, on a un indique. Guy Les Bons Tuyaux devient César, alias Magloire. César n'a rien à voir avec. César, c'est un titi parisien, une espèce d'oiseau des îles, qui n'a pas très très bien tourné, qui se rattrape très bien en étant le bon indique de nos amis Duval et Moretti. Je cherche un sonar. Un sonar avec un flingue et vraisemblablement une carte bleue. Ah d'accord, ça c'est l'affaire de ton mec qui se fait tirer dessus dans sa bagnole. Je suis remplaçable. Je donne des petits tuyaux à mon ami Duval qui a bien des soucis. Et puis mon ami Moretti nous fait aussi beaucoup de soucis. On pense qu'il a des petits problèmes avec un grand de la mafia, ça va être terrible. Des Colombiens effrayants qui tuent. Ouais, et comme dans la série d'origine, la voiture est un personnage à part entière. La bande blanche n'est plus là, mais l'esprit reste. C'est une série qui se prend pas au sérieux sur le ton, quoi. C'est-à-dire qu'on fait monter la sauce en termes de dramaturgie, ça se corse, ça se tord, ça devient un peu violent parfois. Oh putain. Et puis tout d'un coup, ça se déclipe et là on part dans la comédie, on dit 2-3 vannes. Je me trompe ou elle vous déplaît pas, la patronne? Je vous en prie, lieutenant. Ne me faites pas rêver. Je suis marié 4 enfants. Raison de plus. De l'humour, des poursuites en voiture, des indiques et Rebecca Hampton qui jongle entre les tournages de Plus belle la vie et de Duval et Moretti. Là, je fais le commissaire divisionnaire Paloma Ruiz. Voilà. Donc voilà, vous voyez mes hommes en train de se bastonner. Duval et Moretti, c'est 21 épisodes de 52 minutes sur M6, diffusion a priori la saison prochaine. Et maintenant, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le net, Marc Terrien. La télé du futur dans les starting blocks. Just, c'est son nom, est un nouveau service gratuit de vidéo à la demande qui mise sur l'interactivité. Émissions, films, séries, chacun compose son programme et peut laisser ses commentaires. Plusieurs chaînes américaines ont déjà adhéré au projet. Il n'y a donc rien d'illégal. Le lancement est prévu courant mai. Il fait Big Brother à lui tout seul depuis 45 jours. Justin filme sa vie en direct, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une petite caméra vissée sur sa casquette. Et c'est passionnant. Justin sort sa copine. Justin fait du vélo. Justin joue à la console.
30 000 visiteurs se pressent chaque jour sur son site. Ils n'ont pas peur du vide. Sony recycle ses vieilles séries en version courte. 5 minutes, c'est le temps qu'il faudra bientôt pour regarder de vieux Arnold et Willy, Drôle de Dame ou Starsky et Hutch. Et sans trahir les scénarios, le résultat sera visible sur le net au mois de juin. Ça va pas, Willy, t'es tombé sur la tête! L'idée n'est pas nouvelle, la série Les Sopranos a cartonné avec ses saisons réduites en 3 minutes chrono. Encore mieux les films en 5 secondes. Ah oui, on n'a rien raté du tout là. Plus clair, c'est fini pour aujourd'hui. La télé, la radio, les journaux et les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain, bien sûr, à 12h40 en clair. Dans un instant, l'hebdo cinéma de Daphné Roulier. Salut et très bon week-end.